est-ce que c'est vraiment important d'avoir un très bon niveau en mathématiques pour aller dans une licence en éco-gestion? C'est que les mathématiques, c'est pas vraiment pour apprendre les maths en soi, que c'est en effet le raisonnement qu'on cherche à avoir. Imaginez qu'un jour, ce ne soit plus obligatoire et que des personnes soient juste fermées par rapport à plusieurs métiers parce qu'ils n'ont pas su faire le bon choix à ce moment-là. Il y a un moment dans ta vie où on t'a dit que tu n'étais pas forcément bon en maths. Et ce moment-là, surtout lorsque tu es encore en pleine construction, ça t'a choqué. Ça t'a choqué et ça t'a même bloqué quelque part dans ta tête. Salut, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je te souhaite une bonne année 2023. J'espère que tu vas réussir tes examens et aussi tes projets personnels. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mathématiques, notamment l'importance des mathématiques dans les études supérieures et plus particulièrement dans une licence en éco-gestion et aussi dans un master en finance, voire un doctorat en finance. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je voulais réagir à une actualité, justement le fait de rendre optionnel les mathématiques pour le baccalauréat. Et aussi, je me suis dit qu'on m'avait pas mal de fois posé la question, est-ce que c'est vraiment important d'avoir un très bon niveau en mathématiques pour aller dans une licence en éco-gestion? Donc on va y répondre dans cette vidéo. Déjà, je pense que le premier point à souligner, c'est qu'il est important de se rappeler que ce n'est pas des études en maths pures, la licence en éco-gestion. C'est des mathématiques appliquées à l'économie et à la gestion. Donc c'est vrai que ça reste parfois théorique, mais c'est largement faisable sous certaines conditions. Déjà en fait, pourquoi est-ce qu'on a voulu rendre optionnel les mathématiques pour le baccalauréat? C'est déjà assez connu quand même que le baccalauréat français est assez général et donc assez difficile. Et du coup, on se demande, comme c'est trop dur, on va essayer de baisser le niveau et baisser le niveau en supprimant ou en rendant optionnel certaines matières. Alors c'est vrai qu'on apprend pas mal de choses en terminale et je m'en suis rendu compte il y a quelques années. Si on avait réellement appris et maîtrisé tous les cours de la terminale et même tout ce qu'on a appris avant, on part après le bac avec un certain bagage, que ce soit au niveau de la culture générale ou même dans notre capacité de travailler, d'apprendre à retenir des choses durant un laps de temps fixé. Donc, pour revenir au débat, ils ont décidé pendant un moment de rendre optionnel les mathématiques, mais finalement, quelques années plus tard, ils ont décidé de le réintégrer. Ils ont également parlé du fait que ça a créé une sorte d'inégalité, comme quoi les filles choisissaient moins l'option en mathématiques parce qu'elles ne se sentaient pas capables de réussir. D'autres disaient également que seuls les candidats qui voulaient faire des études d'économie prenaient l'option mathématiques. Donc en gros, pour donner la même chance à tout le monde, on a décidé de le réintégrer. Donc, mon avis personnel sur la question, c'est que c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut l'enlever. C'est difficile de le dire, mais il ne faut pas se rabaisser au niveau des élèves. Oui, je peux comprendre qu'on puisse avoir des difficultés en mathématiques. Oui, on n'est pas tous obligés d'être bons en mathématiques, mais il faut aussi comprendre que le vrai problème, il est d'abord psychologique. Un jour, on s'est fixé dans notre tête qu'on n'était pas bon en maths, et du coup, on a décidé d'abandonner. Je veux pas exagérer, mais si on commence à faire ça dans notre vie au quotidien, on va pas réussir à faire grand chose. Parfois, il faut être prêt à rater, prêt à se tromper, et aussi être à la recherche de la solution en permanence. De l'autre côté, certains disent que tout le monde ne va pas devenir mathématicien et que ça sert à rien d'infliger ce genre de cours assez théoriques pour des personnes qui seront plus axées vers la communication. Et c'est pour ça en fait qu'on essaie de spécialiser les élèves très tôt. Et ça, je peux comprendre. Mais ce qu'on oublie, c'est que les mathématiques, c'est pas vraiment pour apprendre les maths en soi. Lorsque j'ai fait des recherches sur le sujet, j'ai découvert cette vidéo qui explique que c'est en effet le raisonnement qu'on cherche à avoir en mathématiques. On essaie de développer une certaine capacité d'analyse et notre capacité aussi à pouvoir formuler une réponse avec un bon raisonnement. Pour moi, les mathématiques, ça permettait de développer son intelligence logico-mathématique. Bien sûr, il y a d'autres manières de le développer, mais c'est pas pour rien aussi qu'on a enseigné les mathématiques depuis si longtemps. Donc pour moi, ce serait dommage de le supprimer dès le baccalauréat. Surtout qu'il faut également prendre en compte que la majorité des élèves ne savent pas encore exactement ce qu'ils veulent faire plus tard. Personnellement, j'ai regretté de prendre la filière ES à l'époque, donc économie et sociale, parce qu'on a fait moins de mathématiques. Je l'ai déjà dit, j'ai eu des difficultés ensuite en fac et même en master, je me suis rendu compte que je me suis complètement trompé de cursus, de parcours pour réaliser mon projet professionnel.
En réalité, j'aurais dû choisir la filière scientifique, rentrer dans une prépa ingénieur et faire une école d'ingénieur spécialité mathématiques financières. Et là, j'aurais pu atteindre mon objectif professionnel. Oui, il y a encore d'autres solutions, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme vous peut-être maintenant, je ne savais pas encore ce que je voulais faire, mais je me suis fermé des portes. Alors là, les mathématiques étaient encore obligatoires. Imaginez qu'un jour, ce ne soit plus obligatoire et que des personnes soient juste fermées par rapport à plusieurs métiers parce qu'ils n'ont pas su faire le bon choix à ce moment-là. Bref, si on parle des débouchés, c'est impossible d'intégrer les classes préparatoires et donc les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. À la fac, c'est assez compliqué aussi, mon expérience le prouve et je ne suis pas le seul. Bref, faut savoir aussi que le fait de choisir ce type de parcours, notamment en école d'ingénieur, ça nous permet de pouvoir se reconvertir très rapidement, ce qui n'est pas le cas de certains parcours. Donc ça, au moins, il faut le prendre en compte avant de prendre sa décision de choisir ou pas l'option mathématique au baccalauréat. Bref, c'est pas seulement au baccalauréat, je viens d'apprendre que dans ma licence en éco-gestion, ils ont décidé de rendre également optionnel les mathématiques. Forcément, déjà maintenant, on galère en master, donc sans les cours de maths, je ne sais pas si ce sera encore possible pour des étudiants en éco-gestion d'intégrer le master MBFA par exemple. Ce que j'avais envie de dire aussi, et ça c'est valable que ce soit en première année, deuxième année, troisième année de licence ou encore en master, c'est que c'est au début que c'est vraiment difficile. En fait, le temps de rattraper tout le retard qu'on a pu avoir par rapport aux autres, c'est ça qui prend le plus de temps. Mais une fois qu'on a le même niveau, les professeurs repartent de ce même niveau-là en deuxième année. Donc ça dépend, si on a accumulé le retard et qu'on n'a pas voulu le rattraper, ça peut même nous pourchasser jusqu'en master. Mais par contre, si on a pu se rattraper dès la première année, alors en deuxième année, on va trouver ça vraiment beaucoup plus accessible. Même chose en troisième année, même chose en master. Forcément, lorsque tu regardes de l'extérieur, tu te dis « Ah, qu'est-ce qu'ils font en mathématiques, en finance ?» Je me dis « Non, j'ai pas envie de faire ça. » C'est pas la bonne logique à avoir, il faut voir comment c'est en L1 et il faut se dire que ce qui est censé être acquis en L1 sera forcément utile en deuxième année et en troisième année. Et c'est pour ça que beaucoup de tricheurs se sont fait attraper. En soi, le problème lorsqu'on triche, notamment à la fac, c'est que ça nous rattrape toujours à un moment donné. Même, je veux dire, si tu arrives à avoir le diplôme et qu'on te fait passer un entretien, il y a une partie évaluation des compétences. Et là, si tu n'as pas le niveau, ça va se voir tout de suite. C'est des professionnels que tu as en face de toi. C'est le marché du travail, c'est la réalité. Et donc, ça ne marche pas forcément. Il y a encore quelque chose qui est important à noter, c'est que je pense qu'il y a vraiment un blocage national. Je ne sais pas si c'est même devenu à la mode d'être pas bon en maths, mais en tout cas, beaucoup de personnes pensent qu'on est en étant bon en maths. Et du coup, les personnes qui ne naissent pas avec cette capacité ne pourront jamais la développer. Ça, c'est complètement faux. Certes, les personnes qui ont, on va dire, l'inné en mathématiques auront moins de travail à fournir qu'une personne qui n'en a pas du tout. Mais tout se rattrape grâce au travail et tout est dans la tête. Je me rappelle une fois, il y a 2 années je pense, j'ai entendu l'histoire de l'éléphant rose. Je pense que c'est Idriss Aberkan qui en a parlé. C'est l'histoire d'un éléphant qui, lorsqu'il est petit, on avait l'habitude de l'attacher avec une corde à un arbre. Donc l'éléphant, il essayait de se détacher tout seul. Il a essayé 1 fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois quand il était petit. Finalement, son cerveau a intégré qu'il ne pouvait pas s'en échapper. Donc, à un moment donné, au bout de centaines de fois, il a fini par ne même pas essayer de se détacher. Bien sûr, quand cet éléphant grandit, lorsqu'on l'attache à cet arbre, il n'essaie même plus de s'en détacher. Je pense que c'est la même chose avec certaines personnes en mathématiques. Il y a un moment dans ta vie où on t'a dit que tu n'étais pas forcément bon en maths. Et ce moment-là, surtout lorsque tu es encore en pleine construction mentale, intellectuelle ou tout ce que tu veux, ça t'a choqué. Ça t'a choqué et ça t'a même bloqué quelque part dans ta tête. Du coup, à chaque fois que tu vois des maths, tu n'y arrives pas et tu te dis « Ah, on m'avait dit que j'étais pas bon en maths, donc je vais pas faire l'effort. » Ou même quand tu fais l'effort, il y a une partie dans ta tête qui te rappelle « On m'a déjà dit que j'étais pas bon. » Bref, je dis ça parce que je l'ai vécu, mais pourtant, on va dire qu'une autre voix dans ma tête me disait que je pouvais réussir,
qu'il fallait continuer à apprendre, même si au départ c'était très compliqué. Donc encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à la première difficulté. Il faut être prêt à passer du temps. Au départ c'est difficile, mais c'est comme un train. Une fois qu'il est à toute vitesse, ça devient difficile de l'arrêter. Bref, maintenant on va essayer de parler des mathématiques en licence d'éco-gestion. Donc comment ça se passe? Je vous en ai déjà parlé, il y en a pas mal, au moins tous les semestres. Mais il faut retenir aussi qu'il y a beaucoup plus de mathématiques lorsqu'on fait des études d'économie que lorsqu'on fait des études en gestion. Effectivement, en gestion, j'ai rien vu de très compliqué. Franchement, les chiffres, c'était beaucoup plus du raisonnement que des mathématiques. En plus, on avait droit à la calculatrice. Donc pour ceux qui se demandent s'ils devraient ou pas intégrer une licence parce qu'ils n'ont pas le niveau en maths, je vais parler de mon expérience. Donc comme je l'ai dit, je viens de la filière ES, donc on avait moins de mathématiques, pas de spécialité, on parlait pas encore de matrice ou quoi que ce soit, quoique peut-être en spécialité, mais moi j'avais en plus pris spécialité économie approfondie, donc j'avais vraiment du retard en maths, mais j'ai commencé à être beaucoup plus régulier au niveau de mon travail en fac, et j'ai développé mon niveau au fur et à mesure des années. Maintenant, en éco-gestion, on va dire que le cours qui m'a le plus marqué, en tout cas au niveau des maths, c'est les statistiques, notamment les statistiques inférentielles. Alors, faut savoir déjà qu'en mathématiques, généralement, je pense dans toutes les facs d'éco-gestion, on commence tout d'abord par des statistiques descriptives. Là, on parle vraiment de notions de base, variance, espérance, étendue, dispersion, tout ce qu'on veut qui s'apparente un peu à de l'analyse de données. Mais finalement, nous, par exemple, en deuxième année, on a commencé à avoir des cours un peu plus poussés en probabilité. Je veux dire poussés par rapport à la terminale, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on essaie de revoir parce qu'il y a également des étudiants qui viennent de filières comme la STMG qui étaient avec nous en éco-gestion. Et ensuite, en troisième année, on a le cours qui s'intitule Statistiques inférentielles où c'est vraiment un mix des deux, des statistiques et des probabilités. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais durant ce semestre-là, et en plus qui était le plus important de ma licence, parce que les résultats en gros étaient très importants pour candidater dans les masters. Bref, durant ce semestre, par semaine, je passais environ 40 heures juste pour cette matière. En réalité, c'est un peu comme ça que je me suis organisé au niveau de la licence. J'avais un certain niveau dans chaque matière et j'essayais de compenser au niveau du temps que j'avais pour travailler chacune des matières. Donc ce que j'ai pu apprendre en tout cas dans cette matière, c'est qu'en mathématiques, on essaie vraiment de pas seulement apprendre par cœur. Même si je l'ai fait une fois, ça a marché, mais j'avais rien compris. En tout cas maintenant, je n'y comprends plus rien, c'était en microéconomie. Le plus important, c'est de comprendre le problème, et ça c'est une vraie question. Réussir à comprendre ce qu'on nous demande, c'est déjà la première étape. Ensuite, essayer de trouver la réponse, c'est-à-dire de trouver un chemin, c'est la deuxième étape. Et enfin, ce que notre professeur n'arrêtait pas de nous répéter, c'est qu'il fallait réussir à trouver plusieurs autres chemins pour arriver à la même réponse. Et ça, c'est très important parce que ça montre qu'il y a différents niveaux de compréhension en mathématiques. On va dire l'étudiant qui a juste lu le cours, l'étudiant qui a lu le cours et fait les exercices, l'étudiant qui a lu le cours, fait les exercices et a compris la méthode de résolution. Donc, quand le professeur va déformer la question à l'examen, seul le dernier étudiant pourra concrétiser toutes ses heures de travail. Effectivement, ça frustre pas mal d'étudiants et j'en fais bien évidemment partie. De passer du temps, des heures, ça peut se mesurer en centaines d'heures dans un semestre pour finalement rien comprendre à l'énoncé et se taper une très mauvaise note. Donc ça, il faut le savoir avant de commencer ses études pour garder cet objectif en tête en mathématiques. J'ai parlé tout à l'heure de microéconomie et du fait d'apprendre par cœur des réponses. Dans l'idée, c'est pas mal. Je veux dire seulement au niveau de la procédure. C'est-à-dire que même si ça paraît contre-intuitif, il peut être judicieux de faire des fiches de procédure en mathématiques. C'est-à-dire, voici l'énoncé, voici toutes les étapes que je dois suivre pour la résolution. Tu connais ces étapes-là et tu essaies de les appliquer par cœur en faisant beaucoup d'exercices. Il y a aussi le débat entre, on va dire, les personnes qui apprennent énormément le cours et qui font très peu d'exercices. Il y a des personnes qui apprennent
à peine le cours, mais qui se concentrent uniquement sur les exercices. Après, je dirais que ça dépend des personnes. Personnellement, j'ai toujours aimé maîtriser pas mal le cours avant et d'essayer justement d'améliorer ma compréhension du cours à travers les exercices. Après, c'est moi, j'aime pas du tout me dire que j'ai juste pas compris la question parce que j'ai pas pu comprendre tout le cours, mais je suis tout de même d'accord qu'il faut consacrer au moins 60% de son temps à faire des exercices en mathématiques. Après, pour les conseils, je dirais aussi que les mathématiques, c'est comme n'importe quel cours. C'est au fur et à mesure où on avance, où on réussit des exercices, qu'on prend la confiance. Et cette confiance-là, elle est essentielle pour pouvoir travailler encore plus. C'est-à-dire, si tu vois ton évolution au fur et à mesure, tu vas être beaucoup plus motivé qu'une personne qui stagne à un moment donné. Et ça, bien évidemment, ça dépend de l'objectif de chacun. Je l'ai remarqué cette année, c'est un collègue qui me l'a dit, mais en fait, la différence entre le temps de travail qu'il faut pour avoir la moyenne ou même avoir 12 est quand même assez différente du temps qu'il faut pour passer de 12 à 14, de 14 à 15 et ainsi de suite. C'est-à-dire que ça dépend de l'objectif de chacun. Si 14 ça te suffit dans cette matière, il faut être prêt à passer à autre chose parce que sinon il faudra rajouter 2, 3, 4 heures de plus pour un point de plus à l'examen. Il y a une erreur commune, je pense, qui est spécifique aux mathématiques. En tout cas, c'est contre-intuitif parce qu'on le fait dans les autres matières. Je parle de relire la correction, relire son cours de manière passive. Ça ne sert vraiment à rien. Surtout de relire la correction et de se tromper soi-même en disant qu'on pourra le reproduire. Je pense que les personnes qui sont même en deuxième année en éco-gestion l'ont très bien compris. Mais quand tu arrives, tout le monde se dit, allez, au départ, tu n'as pas encore tes repères, tu sais pas encore comment tu dois t'organiser, mais tu te dis je vais commencer par relire la correction. Et ça trompe dès le départ. Parce que si tu n'as pas fait l'effort de savoir qu'est-ce que tu comprends et qu'est-ce que tu ne comprends pas, à un moment donné, il va falloir que tu fasses cet effort-là. Tu as le choix entre le faire dès le départ ou le faire le jour de l'examen. Déjà, tu perds du temps et parfois en mathématiques, on te demande non seulement d'être très bon, mais d'être très rapide aussi. C'est-à-dire qu'au niveau des exercices, si tu prends trop ton temps, tu vas pas réussir à tout finir. Donc même si tu connaissais tout, tu seras dégoûté parce que tu n'as pu faire que 3/4, voire la moitié de l'examen. Donc c'est important de tout maîtriser avant d'y aller. Et donc c'est important de se poser les bonnes questions en faisant les exercices. Moi, je vous avoue que j'ai été accompagné, j'ai pas découvert ça tout seul, on me l'a dit dès le départ. Et ma cousine, elle, lorsqu'elle me donnait des cours de maths, elle avait l'habitude de me demander de jeter les brouillons. Depuis, c'est une habitude que j'ai, je ne relis pas mes brouillons en mathématiques, je jette toujours la feuille. Du coup, je me retrouve à chaque fois que je fais un exercice à partir d'une feuille blanche, comme à l'examen. Effectivement, c'est ça la technique, c'est de se mettre dans les conditions d'un examen. Tu n'as rien avec toi, juste ta tête et ta capacité à résoudre le problème. Plus tôt tu t'y mettras et plus vite tu atteindras le niveau que tu t'es fixé. Bref, c'était mes conseils en mathématiques pour la licence en éco-gestion. Maintenant, je ne vais pas dire grand-chose par rapport au master en finance parce que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a quand même quelques matières où on n'a que des mathématiques, notamment mathématiques financières et un peu l'économétrie, je dirais. Mais dans d'autres cours, on a beaucoup plus de logique. On essaye de comprendre la complexité du fonctionnement de la finance, les chiffres qu'il y a derrière, mais c'est pas vraiment des mathématiques pures et dures. Donc rien que pour ça, pour développer notre capacité d'abstraction, ça a été vraiment utile d'avoir eu des cours de mathématiques en licence. Enfin, pour le doctorat, et ça tu t'en doutes sûrement, si tu as pour ambition de faire un doctorat en finance et encore plus en finance de marché, il va être essentiel d'avoir un très bon niveau en mathématiques. Encore plus que les autres, les maths, ça doit devenir ta passion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.